Je vais dresser un panorama de la situation en insistant notamment sur les critères qui découlent de l'article 47 de la Charte, notamment en rapport avec l'indépendance, l'impartialité et l'établissement par la loi des juridictions nationales qui sont placées sous un devoir de coopération par rapport à la Cour de justice de l'Union européenne qui dispose du monopole de l'application et de l'interprétation du droit de l'Union européenne. Alors, le droit de l'Union apparaît comme un droit extrêmement technique, principalement de nature économique, comme le président l'a souligné. On pense aux aides d'État, on pense aux réglementations en termes de fusion, d'acquisition de sociétés. On pense maintenant à la réglementation des services électroniques. Donc il y a une prédominance économique forte qui a été le noyau dur de l'intégration à partir de 50-57. Les auteurs de la défunte Constitution ont essayé de rééquilibrer en prévoyant la reconnaissance d'une série de valeurs fondamentales, éléments extra-juridiques d'inspiration morale qui étaient appelés à animer l'ordre juridique de l'Union européenne, le nouvel ordre juridique qui allait découler de cette Constitution. Cette Constitution, vous le savez, à la suite des échecs des référendums français en 2005, n'a jamais vu le jour, mais son contenu a été repris dans le nouveau traité de l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment les valeurs. Alors, en 2007-2009, au cours des différents débats qui ont animé la mise en œuvre du traité de Lisbonne, on ne s'était pas trop interrogé sur la portée normative des valeurs que sont les droits fondamentaux, la démocratie, la dignité, la liberté, l'état de droit. On a un peu délaissé la question. On ne s'est pas trop intéressé non plus à un article 19, je reviendrai, qui oblige les États membres à prévoir toutes les voies de recours effectives pour garantir la protection juridictionnelle des individus en rapport avec l'application du droit de l'Union européenne. On s'est plutôt focalisé sur les nouvelles procédures législatives ordinaires ou procédures spéciales. Vous voyez, donc on peut parfois, en tant que professionnel, manquer certaines dispositions. Mais la Cour de justice a récemment dégagé toutes les virtualités des deux dispositions que je viens d'évoquer, ce qui sera le noyau dur de mon exposé. L'état de droit, Rechtsstaat, Estado de Derecho, en anglais, the rule of law, un concept qui est inspiré finalement de cette valeur, ces méga principes qui animent le système, la common law à partir du 19e siècle. L'état de droit apparaît comme un des principes fondateurs qui découlent des traditions constitutionnelles communes aux 27 États membres. Il s'agit là sans doute de la première valeur sur laquelle repose l'Union. L'état de droit prend ses racines dans l'histoire européenne de la lutte pour la prééminence du droit contre l'arbitraire. Il incarne une forme de libéralisme politique. Il implique une autolimitation des pouvoirs. Il appelle la multiplication des contre-pouvoirs, que ce soit l'indépendance de la justice, le pluralisme politique, la liberté de la presse, la liberté d'association. Et ces mots, en tout cas pour vous, ne doivent pas sonner creux au regard des événements extrêmement inquiétants de ces derniers jours, notamment l'occupation de la République du Nagorno-Karabakh par les troupes azéries. L'état de droit est aussi consubstantiel à la démocratie. On ne peut pas avoir de démocratie sans une prééminence du droit. L'état de droit ne garantit pas seulement le bon fonctionnement de la démocratie, mais sert aussi à l'effectivité des droits fondamentaux. L'état de droit veille à ce que les pouvoirs publics agissent dans les limites fixées par la Constitution, par les traités fondamentaux, conformément aux valeurs de la démocratie, et donc sous le contrôle de juridictions indépendantes et impartiales. Je souhaiterais rappeler le discours tenu par le premier président de la Commission européenne, Walter Hallstein, le 12 mars 1969. Juste un extrait. Au lieu du pouvoir et de sa manipulation, au lieu de l'équilibre de ses forces, des aspirations hégémoniques et du jeu des alliances, se produit pour la première fois l'état de droit.
1962, en pleine guerre froide. Dans les relations entre les États membres, la violence et la pression politique seront remplacées par la primauté du droit. Et donc, tout semble avoir déjà été dit au mois de mars 1962 par le président de la Commission européenne. Et donc, bien entendu, la Cour de justice de l'Union européenne admet que les traditions constitutionnelles puissent varier par rapport à l'état de droit. Il n'y a pas qu'une seule messe. Des variations sont possibles, mais le noyau dur de l'état de droit, notamment par rapport aux limites placées à l'organisation du pouvoir judiciaire, s'applique aux 27 États membres. Assurer la protection de l'état de droit constitue un défi majeur, non pas seulement au niveau international. On évoquait hier à Euronews la future visite du président chinois, mais sans doute un génocide qui se déroule depuis des années en Chine par rapport à la minorité ouïghour, et comment se positionner par rapport à des valeurs fondamentales qui sont les nôtres et à notre allié et partenaire commercial. L'état de droit soulève aussi un défi majeur au niveau de l'intégration européenne. Et donc, je discutais encore vendredi avec Mme Herman du risque d'une division profonde entre l'Europe centrale et l'Europe occidentale par rapport notamment à cette valeur. Les États sont souverains quant à l'organisation de leur système judiciaire. Le droit de l'Union européenne n'impose aucun modèle juridictionnel particulier aux États membres. Chaque État est en droit de définir sa propre architecture juridictionnelle et d'établir les modalités procédurales des recours permettant aux justiciables de sauvegarder les droits qui découlent de l'Union européenne. Ce qui explique qu'en droit finlandais, les justiciables ont un accès aux juridictions administratives et un conseil d'État administratif qui siège à Helsinki, alors qu'en droit maltais et en droit irlandais, les juridictions administratives n'existent pas en tant que telles. Donc cette variation est permise par les traités dans la mesure où l'organisation judiciaire relève de la compétence des États membres. Les États membres sont toutefois tenus dans l'exercice de cette compétence de respecter les obligations qui découlent du droit de l'Union européenne et qui, partant, peuvent conduire au contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc, la difficulté de l'exposer ici est de vous montrer que, au regard de cette sphère de souveraineté qui a priori n'était pas appelé à être émasculé, à être édulcoré par le droit de l'Union européenne, on se retrouve aujourd'hui devant une évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne au regard de toute une série de limites qui sont placées sur les États quant à l'organisation du pouvoir judiciaire, que ce soit la nomination des juges, la composition des instances juridictionnelles, les procédures disciplinaire. Et donc, de l'état de droit découlent différents principes dont, pour les étudiants en droit, vous êtes déjà familiers à ces principes, à savoir le principe de l'égalité, à savoir que le législateur doit produire des règles juridiques qui soient compréhensibles par les contribuables, par les administrés, qui supposent l'existence d'une procédure d'adoption de textes de loi transparente, démocratique et pluraliste. Donc la section de législation du Conseil d'État, dont vous avez présidé une des chambres, a souvent insisté sur l'importance que revêt ce principe de l'égalité. Le principe de sécurité juridique, principe général de droit chez nous, l'interdiction de l'arbitraire du pouvoir exécutif, l'égalité devant la loi, aussi un principe général de droit de l'Union européenne comme un principe de droit général de droit belge, et le cœur de la matière aujourd'hui, un contrôle juridictionnel effectif, y compris des droits fondamentaux, ou de l'ensemble des droits qui vous sont conférés en tant qu'étudiante, en tant qu'étudiant, en tant qu'assistant, à vous, en tant que justiciable, en tant qu'administré, contrôle garanti par des juridictions établies par la loi, indépendantes et impartiales.
Et donc, ce contrôle juridictionnel ne se limite pas au pouvoir, au monopole d'interprétation qui revient à la Cour de justice de l'Union européenne, mais ce contrôle revient aussi aux juridictions nationales. Donc, non seulement les États membres doivent prévoir toutes les voies de recours nécessaires pour permettre aux justiciables de pouvoir obtenir le respect de leurs droits, des droits qui leur reviennent en vertu de l'ordre juridique de l'Union européenne, mais les États membres ont aussi l'obligation d'observer le droit de l'Union européenne et de l'appliquer correctement. Et en cas de doute, les juridictions doivent interroger à titre préjudiciel la Cour de justice. Oui, ce n'est pas un tribunal européen, c'était une photo que j'ai trouvée hier soir dans mes archives. Et donc, ce que j'ai indiqué, c'est que, à défaut d'un modèle juridictionnel unique, donc le principe de subsidiarité s'impose, les États doivent concevoir leur système juridictionnel au regard de leur tradition politique et leur tradition juridique. Cette compétence est néanmoins encadrée par des obligations qui découlent des traités. Et c'est là où on a assisté à partir de 2009 à le franchissement d'un point de bascule, à savoir l'application de nouvelles dispositions qui n'avaient pas été envisagées sous l'égide des traités antérieurs, et la Cour de justice qui va par un coup de génie combiner un ensemble de dispositions qui vont conduire à un véritable contrôle par cette dernière de l'organisation du pouvoir judiciaire et une véritable coopération entre les juridictions nationales, qu'elles soient polonaises, roumaines, maltaises, portugaises et la Cour de justice. Et donc, 3 catégories de dispositions sont en jeu. Donc je serai très pédagogique parce qu'on plongera dans les interstices de l'arrêt du 5 juin 2023 tantôt. Tout d'abord, le principe de protection juridictionnelle effective qui découle de l'article 19, paragraphe 1er, second alinéa, lequel prévoit que les États doivent établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union européenne. Donc ce sont bien entendu les domaines couverts par le droit de l'Union européenne. Et donc, cette disposition vise à garantir le respect du droit de l'Union en les obligeant à prévoir des voies de recours, pas n'importe quelle voie de recours, des voies de recours effectives pour permettre aux justiciables d'obtenir le respect de leurs droits à l'encontre d'autres justiciables ou à l'encontre des pouvoirs publics. Alors, ce qui est remarquable, c'est que le champ d'application de cette disposition ne semble pas connaître de limites internes et quantitative. Il n'y a pas de règle de minimis. Cet article 19 est susceptible de s'appliquer à tout type de juridiction, à tout type de voie de recours. Et la Cour de justice, il y a quelques années, dans l'arrêt sur les magistrats portugais, vient à articuler cet article 19 du traité de l'Union européenne avec l'article 47 deuxième alinéa, première phrase de la Charte des droits fondamentaux qui, en 2009, devient un traité à part entière et donc revêt les mêmes contraintes normatives que les autres traités de l'Union européenne. Disposition qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant, impartial et établi par la loi. Aussi, les justiciables sont-ils en mesure de pouvoir contester la légalité de toute décision, de toute mesure nationale relative à l'application du droit de l'Union européenne qui leur serait préjudiciable devant un tribunal établi par la loi, impartial et indépendant. À cela, la Cour estime que ce dispositif est renforcé par 2 dispositions clés de la Convention européenne des droits de l'homme. Ces dispositions font partie de l'ordre juridique de l'Union européenne en vertu d'un article 6, paragraphe 1er du traité de l'Union européenne. Et donc ces dispositions viennent à renforcer la combinaison entre l'article 19 et l'article 47. De surcroît, un principe de non-régression a été dégagé récemment par la Cour de justice
en réformant l'organisation de son système judiciaire, l'État ne peut adopter des règles qui viendraient à abaisser le niveau, les garanties juridictionnelles accordées à ces justiciables. C'est apparu récemment dans plusieurs arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne, et donc la Cour de justice se faisant rejoint des jurisprudences constitutionnelles, notamment la jurisprudence constitutionnelle belge relative au principe de standstill. Alors, j'en viens maintenant aux trois exigences, à savoir l'indépendance, l'impartialité et l'intervention du législateur. Ces exigences sont intrinsèquement liées et se recoupent. Le non-respect de l'une d'entre elles peut entraîner le non-respect des deux autres. Et donc, parfois, il est difficile de savoir si l'affaire doit être abordée sous l'angle de l'article 19 ou sous l'angle de l'article 47, ou s'il est possible de contester telle pratique juridictionnelle ou telle mesure exécutive au regard des deux dispositions. Il y a une césure à opérer, en tout cas entre l'article 19 et 47, mais je pourrais aborder cette question plus tard pendant la séance de questions et réponses. L'indépendance est au cœur du système judiciaire, puisqu'elle garantit la séparation des pouvoirs. Séparation des pouvoirs qui est un des surgeons aussi de la valeur de l'état de droit. Comme l'a souligné l'avocat général Campos Sanchez Portona, il s'agit d'une qualité conférée aux organes juridictionnels pour qu'ils puissent mener à bien la fonction spécifique que l'État leur a conférée à titre exclusif, notamment de garantir la séparation de pouvoir et de condamner les excès de l'exécutif. Et cette exigence d'indépendance s'articule autour de deux axes. Un axe objectif, externe, à savoir l'absence d'intervention, de pression extérieure qui pourrait menacer l'indépendance de jugement des magistrats quant aux litiges qui leur sont soumis. Donc il ne peut y avoir aucun lien de subordination, aucun lien hiérarchique entre les magistrats et le pouvoir exécutif. Le second aspect a trait est plus subjectif et plus interne et rejoint, ce faisant, la notion d'impartialité. Il vise à ce qu'il y ait une distance entre les magistrats par rapport aux parties au litige et à leurs intérêts respectifs. Et donc, il doit y avoir une analyse objective des situations factuelles et de l'application du droit par les magistrats au regard de ces critères subjectifs et objectifs. À cela s'ajoute l'impartialité qui peut aussi se décliner sous un angle objectif et subjectif. Le juge, ça on connaît bien la leçon en Belgique, notamment par rapport à l'affaire Dutroux, que vous ne connaissez pas en tant qu'étudiant. Le juge ou le parquet ou le juge d'instruction ne peut manifester aucun parti pris. Impartialité objective, le tribunal doit présenter toutes les garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime dans le chef du justiciable. Et donc les deux critères ont été développés à la fois par la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg et par la Cour de justice de l'Union européenne dans le but précis d'éviter que le justiciable vienne à douter de l'impartialité, de l'indépendance de la juridiction qui est appelée à trancher son litige, mais aussi aux yeux de la Cour de justice de permettre à la juridiction de trancher le différend en toute indépendance par rapport au pouvoir public et de pouvoir coopérer, ce faisant, avec la Cour de justice de l'Union européenne en interrogeant cette dernière à titre préjudiciel en vertu d'un article 267. En effet, la jurisprudence de la Cour de justice est très claire sur ce point. Les juges nationaux, que ce soit le juge de paix, que ce soit le juge de police, que ce soit le tribunal de l'entreprise, que ce soit la Cour constitutionnelle, disposent de la faculté la plus étendue pour interroger à titre préjudiciel la Cour de justice. Et donc il y a une véritable coopération qui s'est développée entre les juridictions nationales. Les juges nationaux sont de premier rang pour appliquer le droit de l'Union européenne en cas de doute,
quant à la portée à donner à la disposition, quant à la légalité de la disposition du droit de l'Union européenne, les juridictions nationales sont obligées ou peuvent interroger à titre préjudiciel la Cour de justice. D'où la nécessité de garantir leur indépendance et leur impartialité. Et on reviendra sur ce point. Enfin, c'est que la jurisprudence est rapidement devenue assez conséquente, notamment en raison de toute une série de questions préjudicielles posées par des juridictions maltaises, portugaises, roumaines, mais principalement polonaises, quant aux exigences, quant au bon respect des exigences d'impartialité et d'indépendance. Et ces questions ont principalement porté sur des questions de nomination de juges, leur promotion, ou les critères applicables à leur promotion. Un arrêt a été rendu le 6 septembre dernier à propos du nouveau régime de promotion des juges en Roumanie, avec une question préjudicielle à laquelle la Cour de justice a dû répondre, aux causes d'abstention, de récusation, de révocation, à la durée des fonctions, notamment par rapport à l'âge, à l'abaissement de l'âge par rapport au départ des juges à la retraite, aux conditions selon lesquelles la carrière peut progresser ou peut prendre fin, à l'inamovibilité, à la rémunération adéquate, qui garantit aussi l'indépendance par rapport aux pressions économiques, aussi à la possibilité de bénéficier d'une prolongation de l'exercice des fonctions au-delà de l'âge normal du départ à la retraite. Et alors, plus récemment, ce sont les régimes disciplinaires qui ont été mis en cause, ou certaines facettes du régime disciplinaire, et c'était le cas de l'affaire tranchée par la Cour de justice, par la Grande Chambre, la Cour de justice le 5 juin dernier. Le risque que des magistrats puissent être sanctionnés par une chambre disciplinaire dans des conditions qui ne sont pas exemptes de pression politique. Ceci porte clairement atteinte à l'article 19 combiné à l'article 47. L'ingérence politique dans la composition, le fonctionnement des organes disciplinaires, donc le fait que l'organe disciplinaire soit politisé, aussi ce qui conduit la Cour à dire que l'obligation de libeller l'infraction disciplinaire doit se faire dans des termes qui sont clairs et précis.